Bonjour, mon nom est Luc Chiasson, chargé de projet au Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Bonjour tout le monde, je suis Antonin Jumel, chargé de projet à la Société de gestion environnementale. aujourd'hui, on vous parle d'un des projets qu'on a travaillé ensemble qui s'appelle l'aménagement de jardins pluviaux et sensibilisation à la gestion des eaux pluviales. Fait, nous vous présentons aujourd'hui un peu le plan de présentation de cette capsule d'information. Fait, on va vous présenter l'équipe de réalisation du projet, la mise en contexte du projet, les objectifs du projet, explication du concept des jardins pluviaux, les étapes de réalisation, le matériel et les équipements nécessaires pour la réalisation d'un jardin de pluie, l'entretien du jardin, l'évolution du jardin de pluie après 1 an, et l'exemple de budget. Nous sommes 3 organismes qui ont vraiment travaillé de concert à la réalisation du projet, entre autres le Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Société de gestion environnementale et l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean. Ce projet a été financé grâce à plusieurs partenaires financiers, entre autres Environnement Changement climatique Canada via le programme Écoaction Canada, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation via le Fonds Région Ruralité volet 4, la MRC Domaine du Roi, la Caisse des 5 cantons et également d'autres partenaires municipaux, dont entre autres 10 municipalités qui nous ont permis de réaliser des jardins de pluie modèles sur leur territoire. Un peu la mise en contexte du projet. Dans le fond, la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030 présente 2 orientations, notamment pour mieux prévenir et gérer les risques liés à l'eau, dont les inondations, l'érosion et la contamination de l'eau de surface, ainsi que de promouvoir une utilisation durable de l'eau. Cette stratégie, elle est expliquée depuis plusieurs années. Il y a eu, entre autres, une formation qui s'est faite à Saint-Félicien en 2019, pour laquelle vraiment la formation là, traitait de la gestion des eaux pluviales destinées notamment aux employés municipaux. Suite à cette formation, entre autres, les 3 organisations partenaires au départ ont participé à cette formation et nous avons eu l'idée de mettre en place un projet pour la région du Lac-Saint-Jean. Entre 2020 et 2022, entre autres, le projet devrait se terminer officiellement le 31 mars 2023. Nous avons réalisé, dans le fond, dans 10 municipalités, 10 jardins pluviaux modèles pour permettre à la population de voir quel est cet aménagement et de reproduire le tout à la maison. Le projet avait 3 objectifs. Le premier, c'était de réaliser naturellement 10 jardins de pluie dans les municipalités auxquelles on a pu voir les logos à la page de présentation. Installer des panneaux d'interprétation ou d'information qui visaient vraiment à reproduire, en tout cas à expliquer c'est quoi le concept d'un jardin de pluie, mais aussi de montrer les étapes de réalisation et enfin d'informer les citoyens et la population lors de séances d'information sur l'aménagement de jardins pluviaux. Je vais vous expliquer un petit peu plus le concept des jardins pluviaux, à savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'un jardin de pluie, pourquoi faire des jardins de pluviaux, les effets positifs des jardins pluviaux et une image vaut 1000 mots. Qu'est-ce qu'un jardin de pluie? Dans le fond, un jardin de pluie, c'est un aménagement peu profond qui sert à capter temporairement l'eau de pluie qui s'écoule, peu importe d'un toit d'une maison, d'une allée ou de toute autre surface imperméable. C'est en fond une infrastructure verte qui est esthétique et facile à mettre en place, qui peut diminuer durablement le ruissellement et filtrer l'eau. Pourquoi faire des jardins pluviaux? Dans le fond, on a plusieurs municipalités qui ont des problèmes de surverse, des débordements d'eau. Lorsqu'on a de fortes précipitations, bien souvent,
les usines de traitement des eaux usées ne sont pas capables non plus de tout absorber, là, les apports d'eau qui s'en vont là, dans les différentes canalisations là, de municipalités. En fait, souvent, lorsqu'il y a des apports d'eau importants lors de fortes précipitations, lorsque l'usine n'est pas capable de traiter l'ensemble de l'eau qui arrive, ben, ça se déverse directement dans l'environnement, dans la nature. En fait, c'est qu'est-ce qu'on appelle des problèmes de surverse, ce qui affecte là, notamment la qualité des eaux. En fait, ça arrive quand même assez régulièrement. Puis on sait avec les changements climatiques qu'on va vous parler un peu plus tantôt, on a de plus en plus d'épisodes de fortes précipitations de pluie dans un court laps de temps qui amènent, dans le fond, des problématiques ou des éléments de surverse de plus en plus fréquents. Pourquoi faire des jardins pluviaux? Ben, on remarque vraiment avec les changements climatiques de plus en plus d'épisodes, dans le fond, de débordements de pluie. En fait, on a des fortes précipitations, des pluies de plus en plus abondantes qui provoquent des problématiques de surverse qu'on a vues dans la diapositive précédente, mais également qui amènent des problématiques, que ce soit d'érosion ou même de pollution. Lorsqu'on a pu voir, là, on a des problématiques de surverse, mais c'est directement les eaux non traitées qui s'en vont directement dans la nature. En fait, avec les changements climatiques, avec des épisodes météo plus fréquents, là, de fortes précipitations abondantes dans des courts laps de temps, on risque de voir ça de plus en plus fréquemment. Les effets positifs des jardins pluviaux, dans le fond, on a quand même plusieurs effets positifs. Entre autres, ça nous permet de réduire la quantité d'eau dans les systèmes d'égouts et les débordements dans les ruisseaux et les lacs. Ça nous permet aussi de diminuer les coûts de traitement des eaux, dans le sens que s'il y a moins d'eau qui s'en vont directement dans les systèmes municipaux, ben ça évite justement, ça coûte moins cher pour les municipalités et ça permet de réduire le fardeau de taxation pour le citoyen. Ça nous permet aussi de filtrer les polluants de l'eau de pluie ou de ruissellement issus de la fonte des neiges. Ça nous sert également d'habitat et de source de nourriture pour les oiseaux et les différents pollinisateurs. Puis naturellement, ça améliore la beauté du paysage. Une image vaut 1000 mots. Dans le fond, un jardin de pluie, il faut prendre conscience que ça permet de capter 30% plus d'eau que seulement un terrain avec un gazon classique. Pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'est une moyenne qu'on a faite vraiment pour la région, mais qui nous permet d'avoir une image, dans le fond, qui va valoir 1000 mots. Dans le fond, on voit qu'il tombe en moyenne environ 330 mm de pluie par été sur un toit d'environ de 100 mètres carrés. Ça représente à peu près 33 000 litres. 33 000 litres d'eau qui peuvent être captés par un jardin de pluie pour une superficie d'un toit de 100 mètres carrés. Ça représente l'équivalent d'une piscine de taille moyenne. Qu'est-ce qu'on peut voir dans l'image qu'on voit actuellement? C'est quand même des quantités d'eau qui est relativement importante pour lesquelles un jardin de pluie peut justement capter et filtrer ces eaux-là et éviter que toute cette quantité d'eau se retrouve notamment dans la nature ou bien dans le système d'égout pluvial. Les étapes de réalisation, en effet, c'est Antonin, je te laisse la parole. Ah, je suis désolé de t'avoir coupé, Luc, excuse-moi. J'allais vous présenter justement les étapes de réalisation, donc tout ce qu'il faut faire avant de pouvoir avoir un aménagement réussi. Ces étapes-là vont être très très importantes, euh, tout simplement pour conserver l'efficacité de l'aménagement, mais aussi pour que tout cet élément-là soit bien intégré dans la propriété. Euh, je vais vous présenter déjà comment choisir le site où installer le jardin. Quels sont les éléments à prendre en compte pour que l'aménagement puisse bien s'intégrer? Comment déterminer le taux d'infiltration du sol? C'est un élément très important parce qu'il va déterminer un peu la taille nécessaire du jardin, la taille nécessaire pour que celui-ci soit efficace pour retenir l'eau et bien la filtrer.
Je vais également vous présenter les différentes parties du jardin, quelques détails techniques sur les dimensions qu'il devrait avoir, et enfin le matériel qu'il faut utiliser et les critères qui permettent un peu de déterminer quelle végétation planter, où les planter, quels sont les paramètres physiques à prendre en compte. Donc, premièrement, dans la propriété, l'eau s'écoule sur des surfaces imperméables. On en a parlé tantôt, mais les surfaces imperméables, donc ça peut être très bien le toit d'une maison, comme une allée, par exemple, une allée de gravier, une allée en béton, un patio, un stationnement. Et cette eau-là, au lieu de s'infiltrer dans le sol, elle va ruisseler. Donc, ça va être important de connaître les emplacements un peu conséquents où l'eau peut se ruisseler sur la propriété afin de déterminer au mieux l'emplacement que pourrait avoir le jardin. Une fois qu'on sait où est-ce que l'eau s'écoule, ce qu'on peut faire dans une deuxième étape, c'est de mesurer toutes ces surfaces qu'on appelle les surfaces de captage d'eau. En fait, c'est les surfaces sur laquelle l'eau va ruisseler. Donc, par exemple, là, vous avez une maison ce sont des dimensions qui sont inventées, bien évidemment, c'est pour imager le propos, qui fait 34 mètres de largeur et qui fait, enfin 34 mètres de longueur ou largeur, on voit ça comme on veut, et pareil, 15 mètres de côté, donc que ce soit largeur ou longueur, pareil, on voit ça comme on veut. Là, vous voyez qu'il y a deux sorties d'eau. Il y en a une à gauche et une à droite. Donc, si on veut aménager un jardin de pluie, on ne peut pas l'aménager sur toute la surface, donc on va l'aménager d'un côté ou de l'autre côté. Par exemple, ici, on prend la moitié, c'est-à-dire 17 mètres de la largeur de la maison, et on prend également 15 mètres. On va multiplier 15 mètres par 17 mètres et ça va nous donner 255 mètres carrés. Donc cet élément-là, on le garde au coin de la tête parce que ça va être un élément qu'on va reprendre plus tard pour calculer quelle taille devrait faire le jardin à la fin. Ensuite, une fois qu'on connaît cette surface de captage-là, qu'on sait plus ou moins où est-ce qu'on veut installer le jardin de pluie, il faut vérifier certains paramètres pour être sûr que ça ne cause pas de problème à un quelconque élément de la propriété, comme par exemple, le jardin doit être proche du bâtiment en question, par exemple une maison. Cependant, il ne doit pas être à moins de 3 mètres pour pas qu'il y ait de l'infiltration dans le sol qui puisse nuire en fondation du bâtiment. Mais il ne faut pas qu'il soit non plus à plus de 9 mètres, parce que si on l'installe trop loin, l'eau en ruisselant, elle ne va pas forcément aller là où est-ce qu'on le souhaite. Donc, il faut garder une certaine proximité également avec les infrastructures. Aussi, on ne veut pas installer un jardin de pluie sur un terrain qui est trop pentu. Là, il y a marqué que il faut que ce soit que la pente soit inférieure à 12%. C'est tout simplement pour que l'eau puisse rester dans l'aménagement, pas qu'elle puisse juste passer au travers puis partir ailleurs. Ensuite, on veut aménager le jardin loin des câbles, loin des conduits de gaz ou des tuyaux ou des fosses septiques pour des raisons évidentes. Et on ne veut pas situer le jardin trop proche d'un arbre non plus, pour pas que l'ombre qu'apporte l'arbre sur le jardin puisse nuire aux végétaux, ou tout simplement pour pas nuire aux racines, bien que c'est difficile de creuser également un jardin dans un sol rempli de racines. Pour calculer la pente, c'est vraiment assez simple à faire. On a une figure à gauche donc, qui montre qu'on doit poser deux piquets. Un piquet en haut de la pente et un piquet en bas de la pente. C'est dans la pente, après est-ce que c'est vraiment en bas? Ça dépend aussi de l'emplacement qu'on veut choisir en fonction du jardin. Donc, il faut vraiment choisir un endroit où est-ce que le jardin sera. Donc, par exemple, on met un piquet en haut, un piquet en bas à 2,5 mètres. Donc, il faut vraiment prendre 2,5 mètres, le ruban à mesurer, et que ce ruban à mesurer longe le sol. C'est 2,5 mètres qui ne sont pas censés être de niveau. Par contre, on va attacher une corde à la base du premier piquet, le piquet qui est en haut de la pente. On va le relier au second piquet. Le second piquet, donc, la corde attachée au second piquet devrait être de niveau, c'est-à-dire qu'elle sera complètement horizontale. Et ça va former une hauteur. Cette corde-là attachée au second piquet, par exemple dans l'exemple qu'on illustre, elle est à 20 cm de hauteur. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez à droite une formule qui dit que la pente est égale à 100 fois la hauteur divisée par la distance qui sépare les deux. Donc, par exemple, ici, on a 100 fois 0,2, parce que 0,2, on a 20 cm, donc ça fait 0,2 mètres. Donc, on a 100 fois 0,2, pardon, divisé par 2,5. Donc, on a 20 divisé par 2,5, ce qui donne 8.
Autrement dit, la pente est à 8%. Et si on fait ce calcul avec 30 cm, ou c'est 30 cm par exemple, eh bien, à ce moment-là, ça va faire 12%. Donc, si on voit, on n'a pas envie de faire le calcul, et on voit que la distance entre la corde, le piquet et le sol, il y a plus de 30 cm, à ce moment-là, c'est un emplacement qui n'est pas forcément idéal, ou alors il faudra faire des travaux pour faire en sorte que le jardin soit moins incliné. Excusez-moi, soit moins incliné. Une fois qu'on a calculé la pente, une fois qu'on sait le volume, la surface de captage totale d'eau, eh bien, on a besoin de déterminer si le sol est bon ou pas. Donc, pour déterminer le taux d'infiltration du sol, on a besoin de creuser un trou de 20 cm de profondeur par 20 cm de largeur. On va y verser de l'eau à l'intérieur et on va y placer un bâtonnet. Le bâtonnet qui montre le niveau initial de l'eau. Ensuite, toutes les 15 minutes, ça va être important de mesurer à chaque fois le nombre de millimètres que l'eau aura franchi. Par exemple, si au bout de 15 minutes, on a 3 mm, on note 3 mm sur la feuille. Puis si on voit qu'au bout de 30 minutes, il y a 5 mm, dans ce cas-là, on note 2 mm, parce que l'eau a franchi 2 mm. Ensuite, à 45 minutes, 75 minutes, encore toutes les 15 minutes, ça va être important de prendre ces données-là pour ensuite faire la moyenne de ces résultats. Comme là, par exemple, on a la moyenne de 1,6 mm. Ça va être toutes les 15 minutes, l'eau va en moyenne descendre de 1,6 mm dans le trou. On multiplie ce résultat par 4 et on obtient le taux d'infiltration horaire. Et une fois qu'on a le taux d'infiltration horaire, à ce moment-là, il va falloir le multiplier par le nombre d'heures qu'il y a dans une journée, 24 heures, et donc ça donne 153 mm, ce qui donne 15 cm environ d'infiltration par jour. La profondeur du jardin, que je vais expliquer plus tard, la profondeur que devra avoir ce jardin doit être égale au taux d'infiltration journalier. Donc le jardin, par exemple dans le cas de cet exemple-là, le jardin devra faire 15 cm de profondeur. Si on a un sol plus argileux et que l'eau s'infiltre moins, à ce moment-là, on aura besoin d'un jardin moins profond. À l'inverse, si l'eau s'infiltre plus rapidement, on aura besoin d'un sol plus profond. C'est une question de survie des végétaux. C'est pour une question de système de survie. Plus le sol est profond et moins, plus cette eau facilement va remonter vis-à-vis des végétaux et ça pourrait les nuire. Donc tout dépend de l'infiltration du sol. On va jouer sur la profondeur du jardin. Donc là, on a tous les paramètres qu'on veut pour savoir quelle devrait être la taille du jardin de pluie. On a l'aire de drainage, on a la profondeur, et maintenant, tout ce qu'il faut déterminer, c'est la pluviométrie. En moyenne, les précipitations sur un été au Québec, des grandes précipitations, on parle, ça peut aller jusqu'à 50 mm. C'est une moyenne, il y en a que ça peut être 60, il y en a ça dépend de l'emplacement auquel on est au Québec. Donc, si on ne connaît pas vraiment cette donnée-là, on peut tout simplement prendre 50 mm. C'est une moyenne très viable. Donc, on multiplie l'aire de drainage par la quantité de précipitation moyenne de la région et on divise par la profondeur que devrait avoir le jardin pluie. Ici, 15 cm. Donc, on fait 255 fois 50 divisé par 15. Ça donne 850. Ensuite, on divise 850 par 100 pour respecter la formule et ça donne 8,5. Ce 8,5-là, ce sera le 8,5 mètres carrés que devrait faire le jardin. Alors après, le 8,5 mètres carrés, ça peut être sous forme de rectangle, sous forme ovale, sous forme de carré, peu importe, mais c'est ça. Pour que l'aménagement soit efficace, avec tous les paramètres qu'on a dit précédemment, il faut qu'il fasse au moins 8,5 mètres carrés. Si on veut faire un plus gros jardin, on peut, tant et aussi longtemps qu'il ne dépasse pas les 30 mètres carrés. Et tant et aussi longtemps qu'il n'est pas en dessous de 8. En général, un jardin doit faire entre 8 et 30. Dans ce cas précis, il ne faut pas qu'il fasse moins de 8,5. Maintenant, les différentes parties du jardin. Là, sur l'image que vous avez, on a plusieurs couches. On a une couche composée de terre et de compost, dans le cas où on veut remplacer le matériel de sol si jamais celui-ci n'est pas forcément de bonne qualité. Par exemple, l'eau ne s'infiltre pas du tout et le taux d'infiltration est de moins de 10 cm par jour, ou au contraire que le taux d'infiltration est bien trop élevé
et il dépasse les 30 cm par jour, à ce moment-là, on peut remplacer par de la terre ou du compost. Ou alors tout simplement en ajouter au sol, euh, tout simplement juste en ajouter un petit peu, de sorte à nourrir un peu plus le sol de matière organique. Donc on a une couche d'environ 15 cm et ensuite, juste au-dessus, on a du paillis. Donc ça, c'est le résultat du jardin fini. Il faut imaginer les plantes qui sont plantées à l'intérieur. Et on a une couche de paillis de 8 cm. Quand je vous parlais tantôt de la profondeur que devrait faire le jardin de pluie, c'est tout simplement la distance qui sépare la hauteur du paillis et la hauteur de la berme. On va vous imaginer très clairement ce que c'est qu'une berme dans la prochaine image, mais dans le fond, une berme, c'est censé entourer le jardin pour venir le protéger et garder l'eau à l'intérieur du jardin. Donc, comme je vous disais, si le sol est argileux, il y a une très faible, l'eau pénètre très faiblement dans l'argile. Donc, cette berme, elle n'a pas besoin d'être trop importante parce qu'elle va rester à la surface. Au contraire, si le sol il est vraiment sableux, eh bien, à ce moment-là, l'eau va avoir tendance à avoir du mal à déborder. Donc, on peut se permettre de mettre une berme plus haut pour laisser le temps à l'eau de tout s'infiltrer complètement. Donc, ça dépend encore une fois du type de sol, mais ça dépend aussi des goûts de chacun. On peut mettre des roches, on peut mettre de la terre, on peut mettre de la terre avec des roches à l'intérieur. Ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts, tout simplement. Donc là, vous avez très clairement une image donc, de différentes parties du jardin. Donc là, vous avez la berme qui est composée de gravier. Vous avez à gauche de l'image une arrivée d'eau. L'arrivée d'eau, ça peut être très bien sous forme de drain. C'est très adapté, notamment pour les maisons notamment si on fait ça pour une maison, évacuer l'eau d'un toit par une gouttière, on peut mettre un drain euh, plugué à la gouttière, ça marche très bien. Sinon, il y a aussi une sortie d'eau qu'on voit derrière le jardin. Donc cette sortie d'eau-là, si l'eau elle est trop haute, pour pas que ça tue les végétaux, on aménage un couloir où est-ce que l'eau peut s'évacuer. Ici sous forme de drain, mais ça aurait très bien pu être, encore une fois, du gravier, une dépression dans le sol avec du gravier pour que l'eau puisse s'écouler un peu comme dans une rivière. Il est important de noter toutefois que c'est interdit de rejeter l'eau sur la propriété d'autrui ou dans la voie publique. On essaye toujours de garder cette eau-là gérée à l'intérieur de la propriété. Idéalement, c'est ça, la berge de mesurer 15 à 20 cm de hauteur. Donc maintenant, on connaît le sol, on connaît l'emplacement, on connaît même la taille du jardin. Donc là, tous ces éléments-là, bah, ça va nous permettre de déduire quels végétaux on pourra planter, combien on pourra en planter, quel serait le plus adapté. Donc il y a plusieurs paramètres à respecter. Déjà, il faut respecter la biodiversité. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas planter des espèces qui sont invasives, comme par exemple la berge du coca, très bon exemple. Euh, on peut choisir plusieurs espèces. On n'est pas obligé, par exemple, de mettre que des iris. On peut planter plusieurs espèces, que ce soit des vivaces, des fougères, des petits arbustes, des graminées. Tout dépend aussi du type de sol. Il faut qu'on prenne des espèces qui sont résistantes aux conditions difficiles. Par exemple, si le sol est plutôt sableux, on aura tendance à prendre des espèces qui résistent plus en sol sec. Si au contraire le sol est plutôt argileux, on va plutôt choisir des espèces qui résistent aux conditions humides. Bien que majoritairement les espèces qui composent le jardin public doivent être composées soit d'espèces qui tolèrent très bien les sols très humides, ou soit les espèces qui tolèrent un peu des deux. C'est très rare qu'on va avoir besoin d'espèces qui tolèrent le sol sec, parce qu'en théorie, c'est un endroit qui est censé être alimenté en eau assez régulièrement. Donc, c'est l'humidité, la température, la luminosité. Donc, si on a un arbre, si on a un bâtiment qui crée de l'ombre au jardin, eh ben, à ce moment-là, on peut choisir des espèces tolérantes à l'ombre. À l'inverse, si c'est toujours exposé au soleil, on choisit des espèces qui sont adaptées. Et la température. Donc, on a au Québec des zones de végétation qui vont de 6 à 1. Au lac Saint-Jean, par exemple, il ne faut pas choisir des espèces végétales qui ne tolèrent pas des conditions supérieures euh, au niveau 3. C'est une zone de rusticité qu'on appelle. Donc, on prend des espèces de zone 3, de zone 2, de zone 1, mais on ne peut pas prendre, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, des espèces de zone 4. Ensuite, on a besoin de matériel pour plusieurs étapes du jardin, effectivement. Il s'agit de travaux quand même assez importants. Je le conseille d'ailleurs personnellement d'aménager le jardin à plusieurs. Ça va être moins lourd physiquement. Donc, pour transporter l'eau, comme je vous avais dit, on peut utiliser un drain qu'on peut pluguer à une sortie d'eau de toit, si on veut. On peut sinon utiliser du géotextile pour entourer le drain et le protéger. On peut utiliser de la pierre concassée également pour aménager une sortie d'eau. Aussi, le drain, il faudrait mettre une sortie
pour le protéger, une sortie de drain avec un grillage au bout pour le protéger. Évidemment, dans les travaux, que ce soit dans la mesure de pente ou dans la mesure de la taille du jardin, on peut utiliser un rebord mesuré, aussi pour s'assurer que c'est bien à plus de 3 mètres, mais pas à plus de 9 mètres. Pour la croissance des végétaux, il est suggéré d'utiliser un peu de terre à jardin ou du compost. Si le sol est bon, on peut quand même mettre une couche de compost, ça ne dérange pas. Et toutes les quantités de terre varient aussi en fonction de la taille d'un jardin. Par exemple, pour 8 mètres carrés, on a utilisé une trentaine ou une vingtaine, tout dépendamment de poches de terre à jardin. Mais des fois, ça pouvait aller aussi jusqu'à 50, voire 60 poches de terre. Donc, ça dépend de la profondeur. Ça dépend des exigences du terrain également. Ça dépend de la qualité du sol. Ensuite, on utilise également du paillis. Ça va être important pour conserver la température du sol, pour le protéger en gros des rayons du soleil. Et dans un même temps, ça va conserver aussi sa fraîcheur, son humidité. Puis enfin, pour creuser, on peut utiliser une pelle, une truelle pour planter les végétaux, ça c'est plus pratique. Et même pour la finition, on peut utiliser un râteau. Sinon, un jardin de pluie, ça nécessite quand même assez peu d'entretien. La première année, une fois, je veux dire que tout a été installé, ce qui est quand même une assez bonne charge de travail. Une fois que ça a été installé, très peu d'entretien. Il y a besoin de désherber de temps en temps, d'ajouter du paillis au bout de la première année, si nécessaire. J'ai eu des forts vents, par exemple. Et si on voit que ça fait depuis longtemps qu'il n'a pas plu, surtout si on a des espèces qui tolèrent vraiment seulement les sols humides, pas hésiter à arroser si jamais il ne pleut pas assez. Sinon, la deuxième année, ça va être important de nettoyer la sortie du drain parce qu'il peut être bouché et l'apport d'eau peut être impacté négativement par ça. L'eau peut ne pas ne plus arriver. On peut enlever les feuilles mortes si jamais on veut vraiment que ce soit esthétique, mais ce n'est pas forcément obligatoire parce que les feuilles mortes peuvent faire un office de compost, un petit peu, donc ça dépend un peu de ce qu'on veut. Puis on peut aussi désherber autour du jardin. Dans le jardin, si des mauvaises herbes ont réussi à, par exemple, passer la berme, on peut aussi vérifier l'état de couverture du paillis comme à la première année, en rajouter si nécessaire. Au bout d'1 an, il y a beaucoup de changements visibles. Là, on a pris un exemple. On avait aménagé un jardin dans la ville de Meta-Bechuan, notre tout premier. Et sur l'image de gauche, c'était fraîchement planté. Et puis sur l'image de droite, c'était 1 an après. Donc au bout d'1 an, déjà les végétaux vont croître, ils vont être plus volumineux. Et donc ça va être positif pour l'aménagement parce qu'ils vont pouvoir capter plus d'eau que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Ensuite, ça va attirer les insectes pollinisateurs, donc ça va faire participer la biodiversité en quelque sorte. Si le milieu est très urbanisé, s'il y a beaucoup de stationnement, s'il n'y a pas beaucoup d'espace vert, ça peut relancer la biodiversité. Euh, Ça protège aussi le sol, parce qu'il y a plus de racines, les végétaux ont plus grandi, ça a plus de racines pour stabiliser l'aménagement, donc il sera plus solide. Et l'aspect quand même est plus esthétique, bien que, par exemple, dans le cas de notre jardin de pluie, on a la berme qui s'est un peu abîmée, mais à part ça, c'est ça l'aménagement, c'est que du plus sur le long terme, et au bout d'un certain temps, les végétaux arrivent à être adultes. Donc il ne faut pas s'étonner si au début l'aménagement paraît un peu vide, c'est normal, les végétaux sont jeunes. En grandissant, là, tout de suite, le jardin paraîtra beaucoup plus fier, beaucoup plus imposant. Exemple de budget, au niveau d'un budget, hein, si on reprend vraiment dans le cadre du projet pour lequel on a fait dans chacune des municipalités, on a vraiment réalisé un jardin de pluie d'environ de 8 mètres carrés. Ça a représenté à peu près 29 végétaux avec tout les matériaux que tantôt Antonin vous a énumérés, que ce soit les sacs de compost, les terres à jardin, etc. On parle d'un aménagement de moins de 1 000 ce qui veut donc dire on parlait d'environ 710 si on prend les végétaux et les matériaux. Naturellement que le jardin de pluie peut varier, tout dépendant. Bon, si votre sol absorbe assez bien, vous allez avoir besoin de moins de poches de terre ou bien de compost. Ça peut varier au niveau des prix ou même au-delà de ça, au niveau des végétaux. Si vous avez des végétaux que vous voulez transplanter
dans le jardin de pluie, ben, ça peut aussi réduire les coûts. En fait, c'est un aménagement qui ne coûte pas très cher, qui est quand même assez simple à faire et qui amène beaucoup de bénéfices là, pour l'environnement. On espère que cette capsule vraiment d'informations sur les jardins pluviaux vous a permis vraiment d'aller chercher plus d'informations. Mais si vous voulez avoir justement plus d'informations, vous pouvez aussi consulter le site Internet du Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou bien le site de la Société de gestion environnementale que vous voyez justement en bas à droite justement de l'écran. On tient encore une fois à remercier tous les partenaires, que ce soit financiers et les municipalités qui ont participé à ce projet. Et l'objectif vraiment de la capsule, c'est de vous informer et on espère également que vous allez reproduire ce type d'infrastructure, ce type d'aménagement à votre résidence. Merci beaucoup pour justement votre attention et espérant vous avoir donné le goût de passer à l'action. Merci.